D'abord, je crois qu'il y a à toutes les époques, il y a eu des débats sur Napoléon. C'est pas d'aujourd'hui, parce que le personnage est tellement saillant, énorme, et il a eu évidemment beaucoup d'adversaires autant que de partisans. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est intéressant, finalement, c'est les cycles. Il me semble que là, on est à nouveau dans un cycle depuis quelque temps où, à la fois, je dirais, on parle de Napoléon, parce que j'ai presque envie de dire on a besoin de grands hommes à nouveau, donc on ressort les grands hommes, et en même temps, parce que évidemment, d'abord on a toute l'historiographie, on a tout ce qui a été écrit, et on peut aujourd'hui avoir un débat très constructif et en tout cas très argumenté, si vous voulez, sur Napoléon. On est dans quel cycle là? On est dans un cycle où on va aduler le personnage ou on va le regarder avec un peu d'esprit critique? J'espère. L'adulation, elle n'a jamais cessé, et on le voit. Vous avez vu tout ce qui sort de magazines, notre grand homme, quoi. C'est notre grand homme. En même temps, oui, je crois qu'il y a place et nécessité, en tout cas c'est mon point de vue, pour ça que j'ai écrit mon livre, il y a nécessité pour réévaluer, ou en tout cas réexaminer ce qu'a été Napoléon. Et ce qui est très difficile, juste encore un mot, ce qui est difficile avec Napoléon, si vous voulez, c'est que sa légende, l'après-Napoléon, est tellement énorme, tellement tout recouvert, je pense qu'il faut repartir à Napoléon lui-même, son règne, et ensuite comprendre pourquoi sa légende est devenue ce qu'elle est devenue. Nathalie Petitot, c'est un peu à chacun son Napoléon. Alors c'est vrai qu'à chacun son Napoléon, mais je crois que la France fait régulièrement appel à Napoléon quand elle en a besoin. Il y a des moments de crise où finalement, sous la Troisième République, on osait dire, eh bien, si nous nous disputons, parlons de l'empereur, et là, tout ira peut-être mieux. Et il y a des moments de crise, et ne serait-ce que par exemple durant la Première Guerre mondiale, alors que précisément à la veille de la Première Guerre mondiale, on sortait d'un moment où de nouveau c'était la légende noire qui l'emportait, parce que c'est vrai, vous avez raison, il y a des cycles, il y a des moments où c'est la légende noire qui l'emporte et d'autres où c'est la légende dorée qui prend le dessus, et eh bien on voit très nettement ce renversement, parce que bien évidemment pendant la Première Guerre mondiale quand même, oui, les grands hommes, ça sert à ça. Ça sert à ça, et je crois que la France actuellement n'est pas mécontente qu'on vienne lui dire que peut-être effectivement c'est Napoléon qui a gagné Waterloo, et je n'ai pas eu le temps malheureusement de lire le livre de M. Clark, mais je crois deviner la raison pour laquelle vous prêtez cette victoire à Napoléon. Stéphane Clark. Oui, c'est vrai, si on est dans un cycle, on est maintenant dans un cycle de célébrité énorme pour Napoléon. Ouais. Si vous allez à Waterloo maintenant, il est partout. Wellington et Blücher sont nulle part. Vous voyagez dans toute l'Europe, tous les vestiges de son passage sont là. Il est très célèbre, et je pense que si ça encourage aussi les historiens de sortir et de défendre son record, sa performance à Waterloo, en disant que peut-être qu'il a perdu contre Blücher, mais il a gagné contre contre Wellington. Il a battu les Anglais, il a juste perdu contre les Allemands. Ça encourage les historiens de sortir tous les arguments que j'ai trouvés pour dire que ce n'est pas un perdant. Parce que la France, en ce moment, a besoin de gagnants, pas de perdants. Et que c'est juste dommage pour lui qu'il a un côté, il a réintroduit l'esclavage dans les colonies, il a fait la censure de la presse. Donc il a un côté un peu noir, effectivement, que les politiciens français n'osent pas assimilé. Mais derrière tout ça, c'est sûr que nous, les Anglais, chaque fois qu'on voit un président français sur les marches de l'Élysée, le palais de Napoléon, on pense Napoléon. Quel que soit le président? Pour l'instant, oui, Chirac, c'était un grand Napoléon, d'autres sont des petits Napoléons. Mais donc vous voyez en François Hollande un peu Napoléon? Oui, nous on voit que chaque fois qu'un président français essaie de convaincre un monde, il faut dire, assez sceptique, qu'il est un grand homme d'État, nous on voit un Napoléon qui essaie d'envahir l'Europe. Mais ça, c'est notre côté anglais. On est un peu taquin envers les Français. Oui, ça c'est une vieille histoire, vous avez raison. Jean-Marie Roire, vous le soulignez tout à l'heure, Gérard Grimbert, il y a tout un tas de livres, de publications qui sortent sur Napoléon après autant d'années. Qu'est-ce qu'on cherche encore à savoir de Napoléon? Qu'est-ce qu'on veut décrypter du personnage? L'erreur, ça serait de comparer Napoléon avec les autres hommes politiques et de comparer sa politique avec celle des autres hommes politiques. Il y a un élément de mythe, il y a un élément d'identification qui est complètement exceptionnel. C'est-à-dire tout le monde se prend un peu pour Napoléon. On ne peut pas s'empêcher de se prendre pour Napoléon. Pourquoi? Et d'ailleurs, quel est l'homme politique dans l'histoire de France qui a donné naissance à autant de romans? C'est extraordinaire. Toute l'œuvre de Balzac, toute l'œuvre de Stendhal, l'œuvre de Dostoïevski, Léon Bloy, Barrès, enfin,
toute la littérature française et même étrangère a été modelée sur le mythe napoléonien, sur le mythe du mérite napoléonien et sur cette extraordinaire aventure. C'est pour ça, dire qu'il est à la mode à certains moments et pas à d'autres, il est toujours à la mode puisque chaque adolescent, peut-être un peu moins maintenant, puisque je crois que nos études, on a un peu oublié les grands hommes, mais chaque adolescent avait besoin justement de se réconforter en lisant les mémoires de Sainte-Hélène, en se disant un homme qui a été trompé par son épouse, un homme qui a connu les échecs, et c'est ça qui est extraordinaire chez Napoléon, c'est une leçon pour surmonter les échecs. Et moi, j'encourage les gens à lire Napoléon presque comme une philosophie. C'est ce que vous avez fait dans votre livre, hein. C'est comme ça que vous j'ai fait, oui. Regardez le personnage. Mais regardez les échecs, regardez comment cet homme a réussi à dominer sans cesse les échecs. Et comment les échecs l'ont servi. Parce que justement, Waterloo, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que cet échec de Waterloo, qui est en effet un succès devant l'histoire, puisque les Anglais, maintenant, leur monument est complètement ridicule à Waterloo, puisque les gens ne viennent que pour Napoléon, ils ne viennent pas du tout pour Wellington. Donc, mais le fait qu'il y ait eu cet échec à Waterloo, ça l'a amené à Sainte-Hélène et ça l'a amené à avoir cette attitude presque christique. Et à ce moment-là, ça a été le martyr. C'est là qu'il rentre dans la légende. Et c'est là où ces idées ont pu s'imposer parce qu'il y avait ce message. Vous avez parlé du collège, de l'enseignement et de ce que les adolescents aujourd'hui retiennent du personnage. Nathalie Petitot, est-ce qu'on enseigne Napoléon aujourd'hui de la même manière qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans ? Dans les collèges et dans les lycées, j'avoue que je les ai quittés depuis trop longtemps maintenant pour savoir exactement qu'est-ce qu'on peut encore dire de Napoléon. Mais en revanche, je me suis efforcée, par ce que j'ai pu écrire, de montrer qu'il ne faut pas effectivement enseigner que l'homme et les grandes batailles. Ça n'est pas que cela, Napoléon. Napoléon, c'est l'héritier de la Révolution française. Et c'est ça qui est difficile. Et je crois que si la France a du mal à faire avec ce passé-là, c'est parce qu'elle a du mal à assumer, nos politiques compris, ce lien qu'on oublie trop souvent. Alors que Napoléon lui-même finit par oublier. Quand il attaque l'Espagne en 1807, il oublie qu'il est quand même l'héritier de la Révolution française. Alors que jusqu'en 1807, les guerres qu'il fait, ce sont encore les guerres de la Révolution française. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne de lui dans les collèges et les lycées? J'espère un peu plus que Austerlitz 1805 et Waterloo 1815. Et en revanche, dans l'université, il n'est présent que là où il y a de rares spécialistes de l'Empire. Et on essaye dans l'université de donner ces images et cette connaissance nouvelle. Alors, Waterloo, ça recommence. C'est la première reconstitution historique d'une telle ampleur. 6000 figurants issus d'une trentaine de pays, 300 chevaux, 100 canons. Ils seront tous là, l'anglais Wellington, Blücher, le maréchal Ney, pour revivre cette défaite cuisante de l'empereur. Ni François Hollande, ni Manuel Valls, ni même un ministre du gouvernement ne fera le déplacement. Fabrice Hauss, Arnaud Fora et Michael Spitzberg ont assisté aux préparatifs. Les petites tribunes qui sont alliées, le champ de bataille, l'accès de la Nationale 5 qui va jusqu'à Waterloo et de l'autre côté qui part de l'autre côté, l'accès autoroutier se faisant par là pour certains, les espaces VIP ici, l'arrivée des gens, tout l'accueil de ces gens qui viennent pour les stands, etc. seront des casse-pieds, hein, donc c'est clair. Ok, un dernier check avec la comptabilité parce qu'on sera sans pitié. Sans pitié. Ne rien laisser au hasard. Les règles d'or pour réussir un événement unique au monde. 120 000 spectateurs attendus, 2 ans de préparation. Les organisateurs belges doivent tout prévoir, jusqu'au risque terroriste. Il y a des risques qui sont à prévoir. Ça ne veut pas dire qu'ils se passeront, mais il faut prévoir les risques. Les risques sont de A à Z, toute situation qui pourrait, due aux intempéries, à un problème d'accident, à un problème quelconque. Et donc il faut prévoir et pallier aux circonstances. Mais tout a été prévu pour. La police est là, les forces de l'ordre sont là, la prévention est là, enfin la protection sociale est là, tout le monde est là. Donc s'il devait y arriver quelque chose, on est prêt pour toute problématique, jusqu'à y compris l'évacuation. Les Belges sont allés jusqu'à Marseille, trouver ces immenses gradins et offrir aux spectateurs les meilleurs points de vue sur les combats entre Français et Alliés. En guise de scène, les plaines de Waterloo, 44 hectares, foulées ce soir par près de 7000 figurants en uniforme. Au volant de son buggy de fonction, Patrick a hâte de troquer sa casquette d'organisateur pour celle de simple spectateur. On aura
ici l'arrivée des troupes anglaises et françaises qui vont passer par ici et qui vont effectivement rejoindre le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est toute la zone qui se trouve en herbe ici en blé pendant 2 heures. On va vivre ici la réalité de la bataille telle qu'elle s'est passée il y a maintenant 200 ans. Donc exactement les mêmes mouvements de troupes reconstitués à l'identique le plus précisément possible. Et voici les monumentales tentes pour l'accueil VIP. Ici seront stockées les 47 000 pièces de vaisselle utilisées par les convives entre 2 combats. Des délégations belges et anglaises notamment, venues célébrer la victoire des Alliés face à Napoléon. La star, c'est Napoléon pour les Français et pour nous aussi en général, mais pour le parti anglophone, c'est Wellington. Et je veux dire à tel point que les affiches annonçant le spectacle n'ont pas la même qualité. Donc en fait, elles sont très différentes. Napoléon étant grand pour toute la partie francophone et Wellington étant grand pour l'autre partie. Donc on a vraiment fait 2 affiches différentes parce que sinon la susceptibilité aurait été blessée. Ouais. Ah, l'immortelle rivalité franco-anglaise. Toujours dans les esprits, de ces motards british notamment. Nous savons qu'il y a eu une grosse bataille. Nous l'avons gagnée. Personne n'a perdu. Tout le monde a gagné parce que cela a mis un terme aux guerres pendant un certain temps. En 2015, il y en a qui sont sûrs de gagner, les restaurateurs du coin. Comme Silvano et ses pizzas, à quelques mètres seulement du champ de bataille. Ça va être très très chaud. Ouais. Ah, on va faire des petites spécialités avec la bière de Waterloo, fromage de Waterloo, voilà. Une pizza Napoléon. Une pizza Napoléon, voilà, on va essayer de faire un peu pour se remémorer tout ça et on va essayer de faire en sorte à ce que les gens nous oublient pas. Voilà. J-1. Patrick s'assure que les troupes prennent possession de leurs bivouacs respectifs, installés aux emplacements exacts, occupés par les Alliés et les Français en 1815. Ben oui, ça commence. Les premiers arrivent, vous voyez bien. Ils ont l'air en pleine forme en plus. Regardez-moi ça, quelle énergie. Celui-là, c'est un vrai ou c'est un non? C'est aussi une réplique. C'est une réplique, mais ça pèse une tonne en fait. Mais ils tirent, enfin, comme 5 kilos. Ça tire exactement pareil qu'un vrai. Ça tire vraiment. On tire des balles. Allez, je vous en prie. Ambiance festive qui dérange pourtant certains spectateurs, pour lesquels Waterloo, c'est d'abord une tragédie humaine qui fit 11 000 morts. J'avais vraiment envie de voir ça parce que la reconstitution, moi, me dérange en soi parce que le fait de voir faire la guerre, très difficile. Donc, venir un petit peu, ça me fait partie de mon histoire. Et puis après, le reste, ce sera peut-être plus un spectacle dont je n'ai peut-être pas envie de participer parce qu'il y a tellement eu de souffrance que voilà. Voilà. Mais venir maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est important pour tous les gens qui prennent ça vraiment au sérieux. 12 000 chevaux furent ici tués une journée de juin, il y a à peine 200 ans. Alors, j'en profite puisque j'ai des spécialistes de Napoléon autour de moi. C'est un personnage de légende. Il y a beaucoup de récits et peut-être de légendes qui entourent le personnage. Qu'en est-il réellement de la fin de Waterloo? On raconte qu'il est entouré de la garde et qu'il y a cette célèbre phrase « La garde meurt mais ne se rend pas ». Est-ce que c'est vrai? Ça s'est vraiment passé comme ça? Il est protégé par la garde? Ou est-ce qu'il y a une autre version qui est qu'il est parti un peu à l'arrache, comme dirait ça, apparemment, cette phrase-là a été inventée par un attaché de presse français à Paris. Et Cambronne a toujours dit qu'il n'avait pas dit ça. Par contre, on dit qu'il aurait peut-être dit son mot qu'on n'a pas le droit de dire. Oui. Et ce qui m'intéresse moi pour mon livre, c'est qu'il y a, oui, c'est ça, qui commence par M. Et il y a des historiens français qui disent que Dominique de Villepin, par exemple, qui a écrit beaucoup de choses sur Napoléon, pour lui, c'est ça, et pour Victor Hugo aussi, c'est ça la victoire. C'est Victor Hugo qui a dit en premier qu'un mot si étincelant, c'était la tonnerre qui a gagné la bataille. Il a même dit, foudroyer d'un mot, le tonnerre qui vous tue, c'est vaincre. Oui, c'est ça. Donc gagner. C'est ça son talent aussi. Comment? C'est ça le talent de toute l'aventure napoléonienne, c'est aussi ça. Il a eu des super écrivains défendus. Avoir tant d'admirateurs comme les écrivains. Ce sont les écrivains qui ont finalement constitué une grande partie de la légende de Napoléon. Il faut voir à quel point il y a eu un retentissement extraordinaire. Il y a eu une réorchestration totale de l'épopée napoléonienne dans le domaine littéraire. Donc, disons, la communication de Napoléon a existé bien
de son vivant, mais bien après lui, puisqu'on n'a pas cessé d'écrire, mais pendant tout le 19e siècle, Léon Blois, Barrès. Mais en même temps, Napoléon est lui-même quand même l'auteur, comment dire, de sa très bonne propagande, puisque c'est dans son propre compte-rendu, 2 jours après la bataille, qu'il fait rapporter dans le Moniteur. Cette journée fut funeste pour la France, mais glorieuse pour l'armée française. Donc la défaite glorieuse, c'est lui-même qui fabrique cette idée. Alors quant au mot de Cambronne, peut-être ne l'a-t-il pas prononcé ce jour-là. En réalité, je pense qu'il l'a prononcé plusieurs fois dans la journée. Non, le mot même en dit. Non, c'est cette phrase, la garde meurt mais ne se rend. C'est l'esprit. Alors, l'a-t-il prononcé ou pas à ce moment-là? C'est en tout cas l'esprit de la garde impériale. Et incontestablement, le rôle de la garde était de protéger Napoléon, de le faire quitter le champ de bataille presque contre son gré, parce que c'est son rôle à la garde impériale. Alors que Cambronne l'ait dit ou pas, de toute façon, c'était l'esprit de la garde impériale. Bon, donc on est d'accord que cette phrase-là, la garde meurt mais ne se rend pas, on n'est pas totalement sûr que ça a été prononcé par Cambronne. Mais il a sans doute dit quelque chose qui voulait dire on ne veut pas s'en rendre, tirer. Mais Napoléon lui-même a dit dans son rapport, justement, si vous lisez son rapport, que je cite dans mon livre, c'est assez fascinant parce qu'il y a tout un paragraphe où il raconte sa bataille contre les Anglais et il dit à la fin de l'après-midi, la bataille était gagnée, le terrain de la bataille était en notre possession. Puis vous lisez la suite, et là, les Prussiens arrivent. Mais ça mène certaines personnes à dire Napoléon a gagné la bataille contre Wellington. Wellington était battu. Il a gagné face aux Anglais, il a perdu. Donc on divise en deux, donc c'est un partout. Alors, une question, si vous voulez bien, d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. Vu le nombre de morts laissés derrière lui, doit-on parler d'un grand homme ou d'un petit Hitler, Gérard Grambert? Un petit Hitler, évidemment, c'est beaucoup dire. Ceci dit, je suis d'accord avec la téléspectatrice. Il y a quand même une question à se poser sur toutes ces guerres qui n'ont finalement servi absolument à rien, sauf à bouleverser complètement l'Europe. Et on en a eu des traces. Combien de morts au total? Le grand historien Bibot. Je peux finir? Le grand historien Bibot. Interrompu? Non, mais j'ai peur. C'est paranoïaque. Non, pas du tout. Le grand historien Bibot. C'est Napoléon, ça déchaîne trop les pêches. Non, mais le grand historien Bibot disait l'hystérie prussienne, elle a commencé à Iéna. Donc, il faut bien voir le bouleversement que Napoléon a causé pour finalement revenir à des frontières qui étaient exactement celles qu'il y avait avant même la Révolution. Donc il y a eu quand même des millions de morts en Europe, des millions, plus d'1 million de Français. Il faut bien voir que la Grande Armée est partie avec 600 000 hommes, elle est revenue avec 6 000 hommes. Donc il y a eu effectivement une question à se poser. Est-ce que ça valait bien le coup? Alors si on aime les batailles, si on aime la gloire, et si on trouve que la France est grande par la gloire militaire, on peut très bien penser que c'est très bien. Vous, non. On peut aussi penser comme moi, non. En effet, et d'ailleurs, la bataille de Waterloo est une bataille qui a finalement, quand on regarde, c'est une bataille où il y a eu quand même assez sanglante en réalité. Elle n'a pas duré très longtemps, mais elle a été assez sanglante cette bataille. Et au fond, admettons même, juste un mot là-dessus, parce qu'on dit toujours, mais si Napoléon avait gagné Waterloo, mais s'il avait gagné Waterloo, il aurait perdu la bataille suivante, parce qu'il n'avait plus assez d'hommes. Les Alliés avaient 1 million d'hommes, 1 million d'hommes qui arrivaient. Qu'est-ce que vous voulez que Napoléon fasse? Il aurait gagné. D'ailleurs, c'est ce que Fouché et les gens qui l'entouraient disaient ça. D'ailleurs, ils n'attendaient pas qu'il perde la première. Ils avaient dit qu'il perdra la seconde ou la troisième, il ne perdra pas la première. Gérard Grimbert, quand vous dites tout ça pour ça, on peut le dire de toutes les guerres, au fond. Non, mais lui... Non, parce qu'il aurait pu faire la paix à différentes périodes de sa vie. Je suis désolé. Si vous lisez, par exemple, Talleyrand, qui a quand même été celui qui était le plus au courant de ça, qui s'est fâché d'ailleurs avec Napoléon en partie, parce qu'il pensait quand même que l'autre était parti dans un truc fou. Il ne s'arrêterait jamais. Vous l'appelez l'autre, vous. Ce qui était le vrai. D'ailleurs, il ne pouvait pas s'arrêter. D'ailleurs, il l'a montré. Bon, eh bien, on voit... Non, juste un mot. On voit bien là qu'il aurait pu s'arrêter à plusieurs moments. L'Angleterre ne voulait pas la paix. Alors, Jean-Marie Roy. L'Angleterre... Non, on reconstruit complètement l'histoire. L'Angleterre ne voulait pas la paix. Il faut voir que la rupture de la paix d'Amiens, c'est l'Angleterre. Elle ne voulait pas de la République. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Elle ne voulait pas de la République. Donc, tant qu'il y avait un gouvernement issu de la Révolution, un pouvoir issu de la Révolution, elle ne voulait pas la paix. Ça a été tout le débat entre Pitt et Fox. Bon, Fox était tout à fait d'accord pour s'engager à faire la paix avec la France, pas Pitt. Pour les morts, attendez, on a envie vraiment de se tendre de rire. La République, devant 1 million de morts, la République, franchement, avec la guerre de 14, c'est pas un tyran, c'est la guerre de 14. Il y a eu 1 500 000 morts et toutes les conditions d'une nouvelle guerre 20 ans plus tard. Franchement, est-ce qu'on les comptabilise au nom de la République? Non, parce que c'est la République. Alors, il
faut pas exagérer. Je comprends pas, Napoléon, pour beaucoup de raisons, a été condamné à faire cette guerre contre l'Angleterre, qui a suscité, mais il faut voir tout ce qu'elle a suscité, quand il était question d'y avoir une paix avec la Russie, vous saviez, d'une alliance avec la Russie, on a fait assassiner Paul Ier, ce sont les Anglais qui l'ont fait assassiner. Non, il faut bien voir la responsabilité des Anglais dans le maintien de la guerre. Donc, que Napoléon n'ait pas détesté la guerre, je veux bien, mais il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Alors, je vais demander à l'historienne de trancher. Alors, je crois qu'il faut ne pas oublier que ces guerres, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les guerres d'abord de la Révolution et en effet de l'Europe des rois contre la France révolutionnaire dans un premier temps, et ensuite aussi et surtout, c'est une guerre économique entre les deux grandes puissances de l'époque. C'est effectivement au XXe siècle, on a réussi à rester dans la guerre froide, mais là, c'est vraiment la guerre économique entre les deux grandes puissances de l'époque et la Grande-Bretagne qui ne veut pas voir la France qui était quand même bon an mal an en train de rattraper donc l'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Donc on a aussi un conflit économique. Cela étant, effectivement, à partir de 1807, on est dans un conflit différent. Et il est vrai qu'en 1813, il y a eu des ouvertures de paix. Napoléon n'arrive pas il a toujours un train de retard sur les offres de paix qui lui sont faites en 1813. Alors maintenant, quant au nombre de morts des guerres de la Révolution et de l'Empire, je crois qu'il faut... on n'a pas... ces débats-là à propos des guerres de Louis XIV, à propos de toutes les guerres de l'Ancien Régime. Parce que précisément, on est, je crois, là dans des guerres qui ont fait rentrer la France dans le culte de la gloire encore plus peut-être que sous Louis XIV, et parce qu'on est dans un système en France de conscription. C'est-à-dire que là, les levées d'hommes se font différemment, de façon en tout cas plus massive que sous Louis XIV. Du coup, notamment dans les espaces germaniques, on a aussi eu recours à la guerre de masse. Et ce qui se passe pendant ces guerres de la Révolution et de l'Empire, parce que je crois vraiment qu'il faut ne pas les séparer, on est dans un changement d'échelle. Et puisqu'on est dans un changement d'échelle, on est dans un accroissement de la violence de guerre. Mais cet accroissement de la violence de guerre, on continue depuis le XVIIe siècle, en gros, et ça continue au XXe siècle. Mais est-ce que si on fait cette comptabilité-là, c'est pas à votre avis aussi parce que ça tourne beaucoup autour de sa personne. L'autre, comme disait Gérard Grimbert, avec cette idée de quelqu'un qui, à un moment donné, est devenu un petit peu, a été porté par son ambition. Parce que là, on a un souverain qui est avant tout un militaire. Il est formé comme un militaire, même si en réalité c'est un politique plus encore qu'un militaire. Mais il a une formation de militaire. Alors, vous parlez des militaires, justement. Là encore, on détricote ensemble. La légende, c'est que les soldats, ils étaient fans de Napoléon et qu'ils étaient prêts à le suivre. Pas tous. Jusqu'au fin fond de la Russie. Non. Non, faux. Il y en a même, surtout en Espagne, qui osent dire... mais foutez-lui donc un coup de fusil. On aura toujours les deux versions. Le retour des cendres, en 1840... On voit bien que tout le monde revient. Il y a une nostalgie napoléonienne. Et si Napoléon III, si à l'élection de Louis-Napoléon, c'est bien parce qu'il y a une nostalgie napoléonienne. Donc il ne faut pas dire qu'ils étaient tellement hostiles. Il faut voir la signification qu'avait la possibilité de progresser par le mérite. C'était quand même un progrès par rapport à... On va y revenir après. Ça fait partie des héritages de Napoléon. Stephen Clark. Oui, je voulais juste dire, c'est vrai que l'Angleterre, le problème de Napoléon, c'était qu'il était face aux Anglais. Donc nous, on régnait, je dis nous, mes ancêtres régnaient sur la mer. Et à partir de 1805, quand il a perdu Trafalgar, il a perdu les mers. Et lui, il était le maître sur les terres. Donc évidemment, c'est vrai, les Anglais ont payé massivement tous les autres pays pour se mettre contre Napoléon. Mais c'est vrai aussi que Napoléon est parti en Russie parce qu'il était énervé avec la Russie qui cassait le blocus continental parce qu'il voulait que personne fasse affaire avec les Anglais parce qu'on était bien en commerce. Mais ce que j'ai essayé de dire dans mon livre, c'est que dans toute cette période, il ne faut pas oublier que les hommes qui étaient sur le champ de bataille, c'est vrai que ce n'était pas une bataille vraiment glorieuse, à part la garde. Et pareil pour les Anglais, les hommes étaient de la chair à canon et les armements avaient changé. Les armements étaient beaucoup plus puissants. On envoyait des hommes et des chevaux contre des canons qui tiraient de la mitraille. Ça veut dire c'est pire qu'une mitraillette. Ça veut dire que vous avez un canon explosif avec plein de petites balles qui déciment les rangs. Mais 100 hommes d'un coup de canon. Donc c'était des batailles où on utilisait les hommes
comme de la chair à canon. Et c'est vrai qu'en Russie, c'était le temps, le climat qui les a tués. Mais ailleurs, sur les champs de bataille, c'était des boucheries. Et j'ai trouvé une statistique, je ne sais pas où je l'ai trouvée, c'est dans le bouquin, mais entre tous les hommes français nés entre 1790 et 1795, 30% sont morts ou blessés sur le champ de bataille. Ça veut dire que c'est toute une génération. Ouais. C'est pour ça que les Anglais, c'est vrai que les Anglais ont perdu beaucoup moins d'hommes parce qu'on payait les autres, mais la France n'est seule contre tous ces pays. Et il fallait, vous avez dit qu'il a surmonté des échecs, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il prenait d'autres hommes, et même après Waterloo, il disait « Ah, je vais prendre les douaniers, et n'importe qui pour les envoyer contre les canons ». C'était une ambition énorme, et c'est ça qui maintenant déplaît à certains, et c'est ça son côté un peu tyrannique. Une question pour Gérard Grimbert. Va-t-il falloir faire aussi repentance pour les guerres napoléoniennes ? Enfin, repentance, non, je ne pense pas. En revanche, je parlais, parce que tout à l'heure, quand vous parliez de Waterloo, des fêtes, si on peut dire, de la cérémonie Waterloo, et vous savez qu'il y a eu une polémique, en tout cas, on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait y aller, est-ce qu'il ne fallait pas y aller, est-ce que la France devait y aller? Et moi, j'ai envie de dire, au fond, rappelons-nous, disons, la question que je me suis posée, c'est quel sens ça aurait pour les Français d'aller à cette... voilà. Et alors, si on considère, nous, que c'est notre grande défaite, on ne va quand même pas se faire du mal à ce point-là. Donc on peut ne pas y aller. On peut aussi, mais alors là, tout dépend de la manière dont on voit les guerres napoléoniennes, on ne les voit pas de la même façon, mais si on voit les guerres napoléoniennes, rappelez-vous l'année dernière, Madame Merkel, elle est venue en Normandie, Madame Merkel. Madame Merkel, l'année dernière, est venue pour le 70e anniversaire du débarquement. Si on considère, ce qui est mon cas, pas le cas de tout le monde en France, si on considère qu'il était temps que ça s'arrête et qu'il valait mieux perdre Waterloo, non seulement pour les Européens, mais même pour les Français, que de continuer, ce qui est mon analyse, à ce moment-là, on peut très bien aller fêter Waterloo comme la fin des guerres. Effectivement, en fait, ça a duré 50 ans. On commémore les morts. Surtout, je pense que peut-être que les Français ont mal compris les Anglais, parce que les Anglais, quand on va sur un champ de bataille, ou le 11 novembre, ce n'est pas une victoire, c'est en commémorant les morts. En fait, c'est une grande... Là, c'est pas exactement une commémoration. Là, c'est tellement loin de l'histoire qu'on ose faire une reconstruction. Mais c'est intéressant. Cette idée qu'au fond, là aussi, c'est encore pas totalement tranché, y compris au sommet de l'État, sur la façon d'appréhender le souvenir. C'est pas une fête, mais... Si vous le voulez bien, on va continuer cette discussion, mais d'abord, je voudrais que vous voyiez ce reportage. Sur le champ de bataille ce soir, un Napoléon en est à son 6e Waterloo. Il s'appelle Franck Sanson, il est avocat, il est passionné d'histoire, il connaît tous les détails de la vie de Napoléon. Il est Napoléon. À ses côtés, on retrouve ses soldats comme ce fantassin, un Lillois, étudiant en archéologie, qui soigne chaque détail pour respecter au plus près la réalité de ce qu'a été cette bataille de Waterloo il y a 200 ans. Fabrice Hauss, David Lemarchand et Grégory Roudier. Ils sont épuisés par 40 km de marche à pied, avec des souliers cloutés comme à l'époque, et les mêmes blessures aux pieds. Tout faire, comme les soldats de l'empereur, le mot d'ordre des figurants du bivouac français, à l'image d'Alexis dit le Duc, jeune Lillois de 24 ans qui incarne ici un fantassin de Napoléon. Pendant 4 nuits, ce diplômé en archéologie partagera cette tente avec un autre soldat et de la paille pour tout matelas. On vit l'histoire, on quitte totalement notre monde d'aujourd'hui, on oublie les voitures, Internet, les problèmes de la société actuelle, et on se replonge dans une autre époque où là c'est beaucoup plus simple. Vous dormez dans la paille, vous mangez autour du feu, et puis voilà. Arrivée de celui que tout le monde attend à Waterloo, Napoléon lui-même. Général. Quelle joie, quel honneur. Votre fidèle d'Erlon tombe à vos genoux. Général, je suis content de vous revoir. Quelle joie de vous revoir de nouveau en France. Voilà. On va s'ébattre pour que vous restiez sur le trône impérial. Mais exactement. Et on va écraser les Anglais. Messieurs, bonjour. Vive l'empereur! Allégeance totale à l'empereur, incarné depuis 10 ans par un Breton, Franck Sanson. Même taille, même tic, même fossette. Une performance qui fait l'unanimité dans les rangs. Foutre les Anglais de cette position, il ne faut pas... C'est quelqu'un qui l'incarne vraiment peut-être le mieux. Pourquoi? Premièrement, il est physiquement rassemblant. Secondement, il sait bien se comporter en empereur. Et en même temps, donc il se comporte comme l'empereur, mais en même temps, en ne tombant jamais en excès. C'est quelqu'un qui joue bien son rôle et comprend que quand même nous sommes les êtres humains, nous représentons quelqu'un, un personnage importantissime, mais il a toujours un tout petit peu un brin d'humour derrière cela. Comme une répétition avant la bataille de Waterloo, un samedi de mai au musée Carnavalet à Paris.
L'empereur passe ses troupes en revue sous le regard complice de l'impératrice Joséphine. Oula, votre bras sera bientôt plus assez long pour mettre vos galons. Officier de la Légion d'honneur. Oui, messire. Pas vous-même. Vive l'empereur! Vive l'empereur! On vit l'histoire. Donc quand on est intéressé, comme je le suis par l'histoire et l'histoire de France, eh bien vous avez une façon de toucher à l'histoire qui est beaucoup plus vivante que dans un livre. Donc là, c'est très plaisant, surtout dans un endroit comme ça, qui est parfaitement d'époque et qui a connu ces uniformes et ces personnages. 20 francs or, voilà. Mais va t'enrôler, hein. C'est 10 ans, c'est pas long. Et pour que l'harmonie soit parfaite, c'est Delphine, la femme de Franck, qui incarne l'impératrice Joséphine. Une passion commune, un engagement d'amoureux qui coûte cher. Ça, c'est une copie en fait, hein. Donc en cristal de Swarovski, évidemment, aujourd'hui. J'ai pas les moyens de refaire en rubis et en diamant, bien évidemment. Mais bon, voilà, on essaye de refaire, je vous dis, au mieux les bijoux, les robes, les accessoires, etc. C'est à vos frais. Ah oui, oui, ça va à nos frais, bien sûr. C'est une passion. Donc c'est comme un passionné de peinture, de sculpture, exactement. Voilà. Quand il n'incarne pas Napoléon, Franck Sanson redevient avocat à Paris. Bonjour. Spécialiste du droit automobile et du permis de conduire. Eh ben, vous êtes à mon cabinet, à Paris, cabinet d'avocat. Tout dans son bureau respire l'Empire. Le code civil, bien sûr, rédigé en partie par Napoléon lui-même, comme les petits soldats de plomb. Pour Sanson, Napoléon, c'est carrément une inspiration politique pour les temps modernes. Un parti qui m'irait, soit le parti bonapartiste, soit le parti monarchiste. Parce que je me fous que ce soit un empereur ou un roi. Je veux un homme unique. C'est ça qui me plaît. Il faut un monarque éclairé comme l'a été Napoléon. Parce que je pense que le bien du peuple n'est pas dans le cri de la masse, mais il est dans le cœur du prince. Ça, j'en suis sûr. Messieurs, l'empereur! Après 10 ans et des centaines d'apparitions dans les pas de Napoléon, Franck Sanson abdiquera à Waterloo comme son empereur et laissera la main à un nouveau Napoléon à trouver, chargé à son tour de faire vivre une passion historique qui ne se dément pas. Est-ce que c'est possible de faire une image là? Bon, aucun d'entre vous a participé un jour à ce genre de reconstitution? J'ai assisté, Si c'était très drôle. Et tous les gens qui disent « Vive l'empereur, vive l'empereur !» Il y avait un petit gamin à côté de moi, il disait « Vive quoi ?» Parce que l'empereur, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est vrai que j'ai parlé avec les soldats qui viennent de loin et qui aiment bien tirer avec leurs fusils et les canons. Mais c'était drôle, mais en même temps, ils le prennent très au sérieux. Et d'ailleurs, il y a une anecdote de Franck Sanson qui est donc sur un terrain militaire lors d'une reconstitution et il croise quelqu'un qui lui dit « Revenez, sire, c'est quelqu'un comme vous qu'il faut aujourd'hui à la France. » Voilà. On est toujours autour de cette histoire-là de l'homme providentiel, du bonapartisme. Cette question, qui avait de l'influence sur Napoléon? Par qui se serait-il laissé dicter sa conduite, militaire ou civile? Plus personne à partir d'un certain temps. Napoléon, au début du consulat, peu de temps après le coup d'État de Brumaire, mais déjà à la veille de Brumaire, il est de plus en plus convaincu qu'il sait ce qui est bon pour la France. Alors, au moment du coup d'État de Brumaire, donc en novembre 1799, puis pendant les premières années du consulat, il a l'intelligence de s'entourer d'hommes extrêmement compétents et qu'il sait encore écouter. Et il écoute Fouché, il écoute Talleyrand, il écoute Cambacérès. Cambacérès, on n'en parle pas beaucoup, c'est le numéro 2 du régime. C'est un juriste prodigieusement intelligent qui travaillait au Code civil déjà durant le Directoire. Mais petit à petit, il n'écoute plus que ceux qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Je pense que la seule personne... À partir de quand? À partir de 1803, 1804. Oui. Je pense que la seule personne qui pouvait encore avoir de l'influence sur lui, c'était sa mère. Sa mère qui lui a donné foi, qui lui a notamment inculqué cette foi en son destin et qui a fait que, effectivement, jusqu'au bout, il est persuadé qu'il a raison. Jean-Marie Roy, ça c'est vraiment lui, c'est-à-dire le côté j'étais fils de la petite noblesse corse et j'ai eu un destin, et c'est aussi le mérite de tous ceux aussi qui l'entouraient, qui sont rentrés dans l'histoire. Sur l'influence de sa mère. Un jour, il y a eu une algarade et elle lui a dit « Mais quand même, je suis votre mère. » Elle a dit « Je ne suis le fils que de moi-même.
Donc ça montre bien qu'il savait où il allait depuis toujours. Qu'il ait consulté les gens, c'est évident. Mais je crois que c'est un homme qui savait parfaitement où il allait. Et c'est le cas de tous les grands hommes. C'est le cas de Jules César, c'est le cas d'Alexandre le Grand. Ils sont habités. Ils sont habités par un rêve. Et je crois que Napoléon, il faut tenir compte de cette phrase qui est très belle, qui dit « Je fais mes plans de bataille avec les rêves de mes soldats endormis ». Quel rêve? Parce que c'est ça le sujet qu'on peut se poser 200 ans après. Ce sont ces rêves dont se nourrissent aujourd'hui, dont se sont nourris tous les soldats qui étaient avec lui, qui l'ont suivi, et dont se sont nourris ensuite toutes les générations qui lui ont succédé. Parce que c'est quand même pour la France un très grand rêve. Mais c'était quoi le rêve au final? C'était juste un rêve de le rêve, conquête? c'est le rêve de dépasser les bornes, parce que nous vivons tous dans les bornes de la réalité, des bornes étroites. Et subitement, il y a un homme qui élargit ces bornes d'un point de vue presque mythique. Il voulait faire l'Europe ou pas? Il y a eu une phrase que j'ai retrouvée, pardonnez-moi, j'ai révisé, juste voulu faire de chacun de ces peuples un seul et même corps de nation. On se dit, ça y est, il avait pensé l'Europe. Oui, mais une Europe sous domination française. Une Europe sous domination française, c'est pas l'Europe. Ne faisons pas d'anachronisme. Il rêve effectivement d'une Europe unie sous l'autorité de la France, et le rêve dont il est habité, c'est effectivement de cette Europe dans laquelle il parviendrait à ancrer tout ce qui, de la Révolution, mérite, selon lui, d'être préservé. Voilà son rêve. Alors, est-ce celui de ses soldats? Là, il voulait conquérir, il voulait envahir l'Angleterre, il voulait conquérir, il voulait imposer son règne à lui, dominer, oui, il voulait dominer, conquérir l'Europe, pour toutes les raisons. Mais je pense qu'il n'a écouté que son ambition. À partir d'un certain moment, avec toute l'armée, il a voulu conquérir tout. Mais cette ambition, traverser toute la Russie comme ça, juste pour les empêcher de faire commerce avec les Anglais. C'était une folie. Et puis il mettait ses frères comme rois par-ci, par-là. C'était une domination très, très, très personnelle, je trouve. Parfois, ça n'a pas beaucoup changé. Alors... Ça a commencé très tôt chez Napoléon. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est tout à fait vrai. Dès sa première campagne d'Italie, c'est toujours, il faut partir de là parce que c'est fondamental. Première campagne d'Italie, il a ses premières victoires, et il dit d'ailleurs, et ça a été rapporté par des gens qui l'ont vu à ce moment-là, il dit « Je vais être le maître et je ne serai rien d'autre que le maître dans ma vie. » Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Dans plusieurs mémoires, oui, mais il ne se dit pas « Je serai empereur et je dominerai l'Europe ». Non, il dit « Je ne veux obéir à personne. Ni à un régime, ni à un homme. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il pense à ce moment-là également qu'il aura un destin, on est tous d'accord là-dessus, il le dit très tôt, j'aurai un destin, et ce destin, je suivrai mon étoile. Il ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un problème en politique étrangère. Il n'y a pas de politique étrangère d'une certaine façon. Mais il y a un problème dans son rapport à la conquête, parce qu'il ne sait pas où il va, en fait, fondamentalement. Il ne sait pas où il va. Dernière chose que je voudrais ajouter, parce que c'est très important, me semble-t-il, il faut bien voir aussi que Napoléon lui-même dit, et il le dit à Sainte-Hélène, il le dit sans aucun problème, il dit « J'ai voulu conquérir l'Europe, j'ai voulu être le maître de l'Europe ». Il ne s'en est jamais caché, jamais. Donc il n'y a pas de problème de savoir s'il a été poussé. Vous savez, il y a beaucoup de théories qui disent qu'il a été obligé, il ne pouvait pas faire autrement. Non, il voulait aller lui-même, il l'a dit, je veux être le maître. Il le dit d'ailleurs, il le dit encore à Benjamin Constant au moment des 100 jours, quand il travaille sur la Constitution, et qu'il dit « Bah oui, c'est vrai, j'ai voulu être le maître du monde, maintenant c'est fini. » Voilà. Donc il n'a jamais nié cette ambition fondamentale. Et d'ailleurs, c'est ça le problème qu'il y a eu avec les Anglais. Parce que là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit sur les rapports entre la France et l'Angleterre. Il est vrai que la France et l'Angleterre étaient des ennemis héréditaires depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'il y avait eu cet affreux traité de Paris qui avait limité les ambitions françaises sous Louis XV. Tout ça est vrai. Mais il y a eu un moment où il y avait une paix possible. Alors, c'est vrai que les Anglais n'étaient pas prêts à se laisser faire sur l'Europe. Mais il faut voir aussi qu'ils ont vu la chose suivante. Ils ont vu que Napoléon voulait effectivement dominer toute l'Europe continentale. Et d'ailleurs, il y a une phrase extraordinaire, je ne sais plus si c'est dans quel des mémoires que j'ai lu ça, où Napoléon leur dit d'ailleurs, c'est normal que les Anglais veuillent me faire la guerre, puisque je veux tout conquérir. Donc, y compris l'Inde, il voulait partir en Inde. Est-ce que c'était un génie militaire ou est-ce qu'il était bien entouré? Comme je dis, c'était un très grand général, mais comme je dis toujours, il a gagné beaucoup de batailles magnifiquement, mais il a perdu toutes ses guerres. Voilà. Comment est-ce que vous expliquez qu'en France, on les célèbre pas tellement, ces victoires napoléoniennes? À mon avis, là, il y a un problème de la République avec Napoléon. Et ça, c'est très bizarre, parce que d'une certaine façon, c'est grâce à Napoléon, il faut bien reconnaître,
que la révolution a pu s'installer. Et vous savez bien la phrase de Clémenceau sur la révolution est un bloc. Mais on ne dit pas la même chose de Napoléon, on ne dit pas que c'est un bloc. Et Napoléon, sa marque, c'était de tout assumer. Il disait « j'assume la France de Clovis jusqu'au comité de salut public ». Et on regrette qu'aujourd'hui, justement, la République ne veuille pas assumer ce passé extraordinaire. Et le seul qui a accepté de l'assumer, c'était le général de Gaulle. Le général de Gaulle, pour le 200e anniversaire de la naissance de Napoléon, en 69, avait préparé un discours, d'ailleurs il en parle avec Malraux dans les chaînes qu'on a bas, il avait préparé un discours pour dire l'admiration qu'il avait pour Napoléon. Il avait le courage de le faire. Mais depuis le général de Gaulle, plus personne n'a évoqué l'aventure napoléonienne. Il était un admirateur de Napoléon, le général de Gaulle? Il était très partagé. Il admirait énormément. D'ailleurs, il dit cette phrase extraordinaire, il dit « Si tant de gens sont venus me rejoindre à Londres, c'est grâce à Napoléon. » Parce qu'il a montré, il a hissé la France à un tel niveau que les Français maintenant sont devenus différents. Voilà. Il les a changés, il leur a donné un coup de la gloire. Si je peux juste dire un mot quand même, pourquoi la République trouverait extraordinaire un homme qui a détruit la République? Quand même, on peut se poser la question. Mais pardon, mais est-ce que le directoire, est-ce que c'est pas le directoire qui a détruit la République? Il faut voir l'état d'anarchie extraordinaire. C'est pour ça que le livre de Jospin qui compare ce qui est incomparable, c'est sûr, si on le compare avec aujourd'hui, Napoléon avec aujourd'hui, c'est pas. Mais il faut le comparer avec les autres régimes qui étaient à l'époque. Si vous le voulez bien, on avance. C'est un autre aspect de l'héritage de Napoléon. Napoléon, c'est pas que le code civil, l'organisation de l'État, la Banque de France, les prud'hommes, l'Arc de Triomphe, la Madeleine, la patte de Napoléon. Et partout, on lui doit aussi une touche française, le goût de la gloire, de l'épopée. Il est présent parfois là où on ne l'attend pas, y compris dans notre vie quotidienne. Fabrice Hauss, Grégory Roudier, Arnaud Fora et Michael Spitzberg. Il y a bien sûr les grandes places, les ponts et tous les souvenirs des triomphes de l'empereur. Mais à Paris, comme dans toute la France, l'héritage de Napoléon est partout ou presque, et ça commence au coin de la rue. Alors ce que l'on voit derrière nous, les numéros 79, 81, 83, on ne le sait pas, on le sait peu. C'est à Napoléon qu'on le doit parce que le premier, il a souhaité faire un numérotage séquentiel des bâtiments et donc de prendre pair et impair, de choisir comme repère la Seine, comme étant le repère primitif de cette numérotation. Et depuis lors, ce système n'a jamais changé. Au début du 19e, l'automobile n'existe pas, mais cela n'empêche pas Napoléon de fixer la règle d'or du code de la route, toujours en vigueur aujourd'hui. Si on circule ici à droite, comme ici sur le boulevard Malesherbes, c'est à Napoléon qu'on le doit. Comme il avait fait la paix avec les Américains et qu'il voulait surtout s'opposer aux Anglais, il choisit de rouler à droite, alors que les Anglais feront le choix inverse, c'est-à-dire de circuler à gauche. Ces plaques d'égout, c'est aussi à l'époque impériale qu'on les doit, parce que Napoléon s'était rendu compte qu'il y avait un problème d'insécurité terrible en France et notamment à Paris. Il faut s'imaginer que 600 000 personnes vivent ici dans des conditions très difficiles de salubrité. Et à la fin de l'Empire, il y aura 30 km d'égouts qui seront construits sous Napoléon Ier. Et qui a pensé à Napoléon en remplissant récemment sa feuille d'impôt? C'est pourtant à l'empereur économiste que la France d'aujourd'hui doit toujours son système fiscal, comme les chambres de commerce ou encore la Banque de France, une institution créée par Napoléon en 1800 et qui conserve son siège social et son faste au cœur de Paris. Alors nous sommes ici dans les plus grandes pièces de l'appartement privé du gouverneur. Et ici je ne parle pas très fort parce que derrière cette porte se trouve le bureau du gouverneur, qui est toujours le bureau du gouverneur actuel de la Banque de France, depuis ainsi 1812, qui est installé ici. Le système fiscal, l'administration fiscale française, comme elle est organisée dans ses principes, bien entendu, votre déclaration d'impôt, elle est napoléonienne en réalité. Car c'est Napoléon qui a créé une administration centrale pour collecter et établir la feuille d'impôt. Ça a été important parce que ainsi l'État a pu redistribuer, c'est-à-dire venir au secours des Parisiens quand on manquait de blé, de pain, créer des routes, les entretenir, évidemment une armée mais pas seulement, payer les rentiers de l'État. Donc il a donné à l'État son oxygène pour qu'il vive et qu'il ainsi puisse redistribuer à l'économie. Et qui imagine dans le monde de la mode qu'un créateur comme Gianni Versace doit tout ou presque à Napoléon?
C'est la conviction de cet expert de la période Empire qui traque l'héritage artistique de son empereur fétiche. Alors ça, c'est un canapé Gianni Versace, complètement fin des années 80, début 90, qui s'inspire complètement du style néoclassique napoléonien. Donc les couleurs, le style ce bleu empire, vous voyez la tête de lion, le côté très néoclassique avec les pompons, le damier, c'est les couleurs, c'est le design qui est complètement napoléonien. Vous avez les têtes de gorgone ici qui sont en vermeil, hein, restylisées à la Gianni Versace. Comme quoi, on peut faire un canapé moderne, super cool, et qui est peut-être de style empire. C'est un cadeau de Napoléon à sa sœur, Elisa, grande-duchesse de Toscane, et on a refait faire le même, en or, diamant, émeraude, saphir, rubis, etc. C'est un message codé. Et d'ailleurs, la maison Chaumet a repris cette symbolique et maintenant fait des bijoux qui s'appellent la ligne Joséphine. Et en guise d'héritage, il y a enfin une considérable manne touristique. L'Arc de Triomphe, Fontainebleau, la Concorde ou encore les Invalides. Chaque année, 1,5 million de visiteurs payent 10 € pour voir le tombeau de l'empereur. 15 millions d'euros au total, plus qu'un héritage, une rente dont personne ne peut prédire le terme. Bref, un cadeau impérial. Napoléon, n'est-ce pas plus que ses guerres, une organisation administrative, juridique, l'éducation, etc. Il y a un consensus sur l'héritage qu'il a laissé à la France, notamment en termes d'organisation des pouvoirs, non ? Pas d'organisation des pouvoirs, justement. Administrative, justement. Sa grande œuvre, c'est ça. Il a remis l'État sur pied. Et il en a fait un État moderne, incontestablement. Il l'a fait contre le régime représentatif. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il l'a fait, il a rebâti l'État, il a fait, vous savez, parfaitement exact, mais en même temps, il l'a fait à sa manière. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'institutions, il n'y avait plus rien qui fonctionnait d'un point de vue de ce qu'on appelle des institutions représentatives, parce qu'il y avait l'État et il y avait Napoléon, sommet d'État. Ouais. Ceci dit, on ne peut pas nier, surtout d'ailleurs entre nous, les 3 premières années, les premières années du consulat sont magnifiques du point de vue de l'énormité des choses qui ont été faites à ce moment-là, énorme. Mais on a ce bilan, il est considérable. Là, on n'a pas tout listé, mais... Non, mais il allait bien au-delà de ça. Ce qui me fascine, moi, c'est qu'il était obsédé par les détails de la vie. Absolument. Même la Comédie Française, le règlement de la Comédie Française avec les pensionnaires, les sociétaires, c'est lui. Et quand vous les lisez, c'est un règlement militaire. Il y a des règles comme quoi un acteur qui est malade n'a pas le droit d'aller dans la rue. Si l'acteur est vu dans la rue, il y a punition parce qu'il n'est pas vraiment malade. Ça, c'est Napoléon. Il voulait même régler la vie des acteurs. C'est comme son sens pour le détail. Non, mais à un moment où il y a une crise de confiance vis-à-vis des politiques, où les Français disent « Oh là là, on attend des résultats, on attend que les choses bougent, et on a le sentiment que les choses sont un peu enquistées. » Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années ? Oui, c'est des années extrêmement denses. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout sceptique. Mais je crois qu'on ne mesure pas à quel point, effectivement, Napoléon est un homme qui aime l'ordre. L'ordre parce qu'il considère que ce n'est que dans un pays ordonné que l'on peut faire effectivement fonctionner correctement les institutions, que l'on peut rétablir l'économie. Et donc c'est vraiment, là c'est pour le coup je crois que c'est aussi son éducation qui lui a donné cet amour de l'ordre, son éducation donc de sa mère corse d'une part, puis de son enfance militaire. Je dis enfance parce qu'effectivement quand il commence son éducation militaire, c'est encore un enfant. Et ensuite il ne cesse de l'appliquer cela. L'ordre, la façon dont vous le présentez. Bien sûr que non. Et c'est aussi l'ordre qui lui permet de gagner ses batailles. C'est-à-dire que quand il a par exemple en tête clairement la composition de son armée, eh bien cela aussi ça l'aide. Et donc c'est vraiment un homme d'ordre et qu'il l'a complètement appliqué quand il a eu ce moment de paix, en effet, entre 1800 et 1802, après la deuxième campagne d'Italie, après Marengo et jusqu'à la rupture de la paix d'Amiens, qui en réalité fait que la guerre n'est de nouveau à l'horizon qu'en 1804. Donc là, il a presque tout le consulat pour réaliser tout ce ou pour transformer un certain nombre d'essais de la Révolution, déjà, je reviens à cette idée-là, et pour réaliser, par exemple, les impôts, je ne sais plus, on évoquait les impôts, mais en réalité, le système des 4 contributions est certainement pas encore l'impôt sur le revenu, mais le système des 4 contributions, c'est la Révolution aussi. Eh bien, son talent, c'est d'avoir laissé penser que c'était lui. Sans doute. Non, bien sûr, parce que, bien sûr, on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches, c'est peut-être cela aussi. Oui, moi, je crois que de ce point de vue-là, c'est un homme qui est extrêmement complet. Il ne faut pas oublier non plus que sur le plan culturel, il a joué un très grand rôle. C'est quand même lui qui est le premier à désigner Chateaubriand
pour aller à l'ambassade à Rome, enfin, comme secrétaire d'ambassade. C'est lui qui ensuite l'a nommé dans le Valais. C'est lui qui l'a soutenu d'une certaine façon, qui l'a fait nommer à l'Académie française. C'est lui qui a été voir Goethe. Il faut voir à quel point c'est un homme de culture. C'est un homme. C'est vrai que on le sait moins. L'esprit, on ne voit pas à quel point l'esprit pour lui est quelque chose d'essentiel. Voilà. C'est pour lui la culture. C'est un homme qui a une bibliothèque colossale. Quand il part pour l'Égypte, il a 20 000 volumes qu'il emporte avec lui. Et à chaque fois, ce sont des références. La veille d'Austerlitz, il commence à parler de la tragédie classique. C'est un homme qui, et à Sainte-Hélène, c'est un puits de culture. C'est un homme extraordinaire, et sur le plan du mobilier, sur le plan architectural. Et qui s'est fait tout seul ou pas? Est-ce que c'est le symbole de cette méritocratie? C'est un homme des Lumières. On ne se fait jamais tout seul. C'est un homme des Lumières. C'est un homme qui était attiré par la connaissance. C'est un homme qui était attiré par une curiosité extraordinaire encyclopédique et des valeurs de culture, les valeurs de l'esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas le voir comme un général, une espèce d'homme qui a de boucher. C'est tout le contraire. C'est un homme très raffiné. Ce n'est pas un homme cruel, étrangement. Il faut le voir à Vienne avec Staps, qui a essayé de l'assassiner. Eh bien, il passe 2 heures pour essayer de le dissuader, de lui dire « mais est-ce que tu continueras ?» Et puis il voit qu'il ne peut rien faire, donc il le laisse exécuter. Mais ce n'est pas un homme cruel. Voilà. C'est un homme de culture. Stéphane Clark. Pour la culture, j'ai trouvé en étudiant Napoléon qu'il ne faut peut-être pas toujours laisser un général gouverner sur la culture de son pays, parce qu'il est allé voir Goethe. J'ai lu l'entretien entre les deux. Il est allé en fait pour expliquer à Goethe qu'il n'avait rien compris à l'histoire. Alors Goethe s'est retiré, on disait, est-ce que je peux partir maintenant? Pardon, alors moi j'ai lu le même entretien, mais je peux vous dire qu'il a dit à Goethe qu'il avait lu 6 fois Les souffrances du jeune Werther et qu'il lui conseillait des modifications. Bon. Et Goethe a continué. On va laisser finir quand même. Il est allé expliquer à Goethe, le plus grand homme de la littérature française, allemande, qui s'était trompé un peu littérairement. Voilà. Et donc c'est peut-être, et aussi il ne faut pas oublier qu'il partout où il allait, pour utiliser un mot un peu fort, il pillait les trésors artistiques et les ramenait au Louvre. Parce que les Anglais ne l'ont jamais fait. Oh, je ne dis pas le contraire. Allez, nous allons passer maintenant aux questions SMS, à vos questions. En l'exilant à Sainte-Hélène, les Anglais ont-ils contribué, malgré eux, à sa légende? Stéphane Clark. Tout à fait, on a laissé la liberté avec un secrétaire à dicter l'histoire, à dicter pendant plusieurs volumes. Il a parlé de n'importe quoi. Il a refait toutes ses batailles, refait toute sa guerre, refait toute sa politique. Il a complètement réécrit son histoire. Et c'est vrai et une fois que c'était publié, pendant qu'il était sur Sainte-Hélène déjà, on a tout de suite commencé à réécrire pour lui son histoire, avec Victor Hugo et Balzac, Stendhal, qui eux-mêmes, ils ont continué la légende, mais basée sur le testament de Napoléon. Donc on a voulu l'éloigner. On a mis tellement loin, on a mis des bateaux autour avec l'ordre de tirer sur n'importe quel bateau qui approchait de l'île. On a mis un gouverneur anglais horrible pour l'opprimer, mais il a quand même réussi à réécrire toute sa vie. Napoléon n'est-il pas l'incarnation parfaite du romantisme flamboyant du XIXe siècle? Il incarne tout à la fois les Lumières du XVIIIe siècle et le romantisme, je ne dirais pas flamboyant, mais commençant. Il est lui-même, effectivement, cet homme que décrivait très bien Jean-Marie Roire, c'est-à-dire pétri de cette culture humaniste, alors là, pour le coup, qu'avait tout homme passé dans les collèges de ce temps-là. Et ensuite, il se nourrit par lui-même de toute la culture des Lumières. Et enfin, par son expérience personnelle, ne serait-ce que d'amoureux transi et complètement déçu, ça a compté, et qui le pose effectivement en romantique. Alors, a fortiori à Sainte-Hélène. Une autre question, pardonnez-moi, c'est un sujet qui passionne les Français et les téléspectateurs dans le salon en l'air. Il y a beaucoup de questions. En Pologne et en Irlande, l'empereur Napoléon et sa grande armée sont perçus comme des libérateurs et non des oppresseurs. Bien sûr, en Italie aussi. En Italie, il faut lire les livres de Stendhal, la Chartreuse de Parme. Ce sont des libérateurs. Parce qu'ils exportent la Révolution. Ils exportent la Révolution. C'est sous le Consulat qu'a été mis en place l'égalité des cultes avec le Concordat de 1801. On en parle beaucoup en ce moment. C'est le cas, oui? Oui. Qu'est-ce qu'un parti bonapartiste aujourd'hui?
On entendait dans le reportage le Napoléon dire moi je suis Disons qu'il n'y a plus de parti Gérard Grimbert. bonapartiste aujourd'hui à proprement parler. Il y a une influence politique bonapartiste, évidemment, au XIXe siècle. Alors, on parlait tout à l'heure de De Gaulle, parce qu'il y a effectivement, entre le gaullisme et le bonapartisme, un certain nombre de ponts, un certain nombre d'éléments. Et ce n'est pas un hasard si une grande partie des choses qu'a fait Napoléon était très appréciée par De Gaulle, ne serait-ce que la question du pouvoir et l'exercice du pouvoir d'un seul qui incarne son pays. C'est pour ça qu'il l'aimait plus que les autres partis, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Mais en même temps, je rappellerai, parce que c'est une très belle page dans la France et son armée de Gaulle, où il montre en même temps, où il condamne beaucoup Napoléon sur sa politique guerrière. Il le condamne très sèchement même en même temps. Et il dit, parce que voilà, c'est toute l'ambiguïté et la contradiction de Napoléon, il dit en même temps, ah oui, mais sans lui, la gloire n'aurait pas eu lieu. Donc voilà, on est toujours au cœur de cette contradiction. Cette problématique. Oui, le parti bonapartiste a été... Une question pour vous, si vous le voulez bien. Qu'appelle-t-on droite bonapartiste en France ? Droite bonapartiste en France. Le parti bonapartiste a été officiellement dissous par le prince Napoléon lui-même pendant la Seconde Guerre mondiale pour que les Allemands ne puissent pas l'utiliser. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des droites françaises qui sont soit taxées de bonapartisme par les parce gauches. que précisément, oui, par la gauche notamment, peut-être parce que précisément elles font référence à l'homme providentiel. Napoléon est de droite ? Napoléon n'est d'aucun parti, je pense. Bon. Enfin, je dirais qu'il fait partie. C'est une droite française quand même. Mais ça, pourquoi la justice se réfère-t-elle encore aujourd'hui au Code Napoléon ? Parce que c'est la synthèse de toutes les lois de l'Ancien Régime et de la Révolution française, sauf que après, on en a ajouté d'autres. Voilà. Il a été beaucoup toiletté depuis. Il y avait des lois incroyablement sexistes dans son code. On a Presque. enlevé ça, la femme On n'avait ne pas parle le plus droit de de code- travailler ça n'est plus le code Napoléon, c'est le code civil. L'homme touchait le salaire. L'adultère, il y avait d'adultère si l'homme installait sa maîtresse dans la maison, parce qu'il voulait protéger le foyer. Donc on a enlevé ces lois-là. Mais Napoléon était-il un visionnaire lorsqu'il a dit « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera » Ça vous laisse sceptique. Il a été visionnaire en tout. Je veux dire, c'est un homme qui a vraiment une vision de l'histoire extraordinaire. Est-ce qu'on peut comparer avec un autre homme à cette époque qui a eu cette vision de l'avenir, puisque finalement, toute l'Europe s'est mise à lui ressembler. Le monde d'aujourd'hui ressemble au monde que voulait constituer Napoléon, puisqu'il est fondé sur le mérite et que le privilège a disparu. De ce point de vue-là, on peut dire que Waterloo est un arrêt, puisque c'est le retour au privilège. C'est le retour au privilège, alors que par la suite, toute l'Europe va se mettre sur les mêmes principes qui étaient édictés par Napoléon. Que faut-il retenir 200 ans plus tard de la défaite de Waterloo et du règne de Napoléon? Allez, on va faire un petit tour de table rapide. Gérard Grimbert. Que voulez-vous? Je suis obligé de constater, c'est éternel. Une passion, il reste une passion napoléonienne qui reste très forte en France et d'ailleurs ailleurs. Bon, moi, comme vous le savez, je pense que le bilan de Napoléon sur le plan de ce qu'il a été quand il était empereur a été assez largement négatif. Bon, on peut en discuter. Ce qui est vrai, c'est que même quand on regarde de son vivant, le monde entier était bouche bée. On est obligé de le reconnaître. Il a fasciné. Donc, quelqu'un qui fascine le monde pendant 200 ans, il doit y avoir quelques raisons quand même. Alors, laquelle vous retenez, vous, Stéphane? Oui, moi, c'est un homme qui a su créer sa propre légende, en choisissant son uniforme, son look. C'est ça. Moi, j'ai trouvé pour le livre tracé une histoire de son image qui traverse le 19e siècle jusqu'au fait que quand Buffalo Bill, le cowboy, est venu en Europe avec son show, avec ses Cowboys and Indians, Napoléon était sur ses affiches. Il était aussi connu comme une image. Donc c'est un vous homme. retenez l'homme de com. Hein? Oui, très moderne, très moderne. Alors, Jean-Marie Roy, très vite, une chose Je que crois vous qu'il a retenez. su être à la fois dans la réalité et faire rêver. Et ça, c'est très rare. Et enfin, je crois qu'il a laissé aux Français l'espoir que la nation peut s'incarner. Bon, ben voilà, vous avez fait le tour, on continue. À l'heure européenne, bouder le bicentenaire de Waterloo ne donne-t-il pas de la France l'image d'un pays mesquin et revanchard? Gérard Grimbert. Non, pas particulièrement, parce qu'après tout, les pays n'aiment pas toujours fêter leur défaite. Il faut dire les choses quand même comme elles sont. Hein. Donc, c'est un peu Nathalie naturel. Petitot. Oui, moi je trouve que ce n'est pas totalement faux. Non. Bon, l'ambassadeur de France était quand même présent dans les cérémonies de ce matin. Et puis n'oublions pas que le prince Napoléon en personne y était. Alors il y était, cela étant, sans doute pas au titre de représentant de la France quand même. Non, quand même pas. Non. Se faire sacré empereur, était-ce une idée judicieuse? Jean-Marie Roy. Écoutez,
ou bien c'était se faire sacrer roi. Bon, et le mot roi, le terme ne plaisait pas à l'époque, puisqu'il y avait les Jacobins qui n'auraient pas été. Donc il a essayé de trouver justement un moyen. Ce qui lui importait, c'était la continuité. C'était finalement, parce que tout le monde essayait de l'assassiner, il faut bien reconnaître. Et donc il avait ce désir de transmettre afin d'éviter d'être perpétuellement menacé. Donc s'il a choisi ce terme d'empereur, c'était pour assurer la continuité dynastique. Voilà. Et bon, finalement, c'est assez bien passé, finalement, ce mot d'empereur. Puisque un empereur, un roi règne sur un pays, un empereur il règne sur l'empire, c'est plus grand. C'était encore son C'était plus grand. Oui. Non, mais moi, je crois qu'il a choisi l'empire, pas tellement pour les problèmes de transmettre, etc., mais je crois qu'il a choisi l'empire parce qu'il pensait, d'ailleurs, il l'a écrit, il l'a dit, que ça a le légitimité. Il a toujours eu un problème de légitimité, Bonaparte. Il ne savait pas très bien comment faire. Et il a choisi plusieurs choses, d'ailleurs, souvent contradictoires. Et lui, il s'est dit, je ne sais plus à qui, il a dit, au moins, voilà, ça me légitime. Voilà, ça légitime mon pouvoir qui serait toujours fragile, sinon, compte tenu du fait que, et il n'avait pas tout à fait tort de ce point de vue-là, j'ai pas la légitimité monarchiste, j'ai plus la légitimité révolutionnaire, puisque j'ai arrêté la République et la Révolution, pas la Révolution. Donc, voilà, c'était comme ça, il a trouvé ça. Je ne crois pas que ça a été une si bonne chose pour lui, d'ailleurs, soit dit en passant. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, il s'est peu à peu éloigné de tous les républicains qui l'avaient fait quand même et qui avaient gouverné avec lui, ça c'est très important. Il a cru avoir récupéré tous les royalistes qui rentraient en France, mais leur appui ne pouvait pas être complet. Hein, et avec l'histoire, parce qu'on a parlé tout à l'heure du Concordat qui a été un de ses grandes œuvres, mais à la fin, quand il a mis le pape quasiment en prison, ça n'a pas plu non plus aux royalistes. Donc finalement, cet empereur, on ne sait pas très bien ce que c'était en réalité. Si Napoléon avait réussi, l'Europe serait-elle aujourd'hui une et indivisible de l'Atlantique à l'Oural ? Il n'a pas essayé de faire ça. L'historien n'a pas ce genre de laboratoire. Bon. Il n'a pas essayé, hein, il n'a pas essayé. Allez, une petite dernière. Est-ce bien Napoléon dans le tombeau des Invalides ? Regardons Monsieur N. Et moi, je trouve que ce serait très rigolo que ce ne soit pas lui. Et regardez Monsieur N d'Antoine de Caunes. Moi, je crois que c'est une fausse question, puisque ce qui est important, c'est que c'est l'idée de Napoléon. Et dans le tombeau des Invalides, et si les gens viennent s'inclinent devant ce tombeau, devant l'idée napoléonienne.